Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le cancer de la peau est l'un des cancers les plus fréquents. Il en existe deux grands types, les carcinomes et les mélanomes qui sont plus agressifs. Le principal facteur de risque est l'exposition au soleil. Le mélanome peut survenir à n'importe quel endroit du corps. Les symptômes du mélanome sont une modification d'un grain de beauté, de par sa couleur, sa taille, son contour irrégulier, des saignements au niveau d'un grain de beauté ou encore une lésion noire sur la peau ou sur une muqueuse. Alors pour en parler avec nous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Chloé. Bonjour Chloé. Tu as 38 ans et tu as été diagnostiquée d'un mélanome. Alors explique-nous un petit peu quels ont été pour ta part les symptômes qui t'ont amené à ce diagnostic. Alors, il n'y a pas eu de symptômes particuliers, si ce n'est que j'étais constellée de grains de beauté. Et un jour, je me suis aperçue qu'il y en avait un qui s'était un petit peu modifié et je le trouvais pas beau. Alors, je me suis dit, je vais aller voir un dermato quand même, parce que il était un petit peu différent des autres. Mais à l'époque, c'était en 2014 et on n'avait pas encore toute la prévention qu'on a aujourd'hui sur cette maladie. Et c'est vraiment un peu par instinct que je me suis dit, je vais quand même aller consulter parce que il me paraît un petit peu bizarre. Et j'ai consulté un premier dermatologue de ville qui n'était pas spécialisé dans ce domaine et qui m'a orienté vers un de ses confrères qui lui m'a dit c'est vrai que c'est pas très beau, donc on va l'enlever. Donc une semaine après, on a pratiqué une exérèse. Voilà. Donc pas de symptômes particuliers, mais disons que le mélanome, au moins il se voit. Donc disons que quand on est un peu éduqué à ça, on peut s'en apercevoir. Voilà. D'accord. Et du coup, on a fait des examens de ce grain de beauté ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, une semaine après, je me le suis fait enlever en clinique. Une semaine après, j'ai reçu un appel. Ça s'est fait par conversation téléphonique et la personne a pas du tout été alarmiste. Elle m'a juste dit, les retours d'anapath ne sont pas très bons. Vous avez ce qui s'appelle un mélanome. Il n'est pas très profond, mais il mesure quand même 1,1 mm de profondeur. Et donc, pour cette raison, j'aimerais vous orienter vers un service de dermatologie spécialisé dans ce type de cancer. Je crois même qu'elle n'a pas dit le mot cancer, mais voilà. Et donc, j'ai été à l'hôpital pour une exérèse un peu plus large. Voilà, par précaution, par principe de précaution. Okay. Donc, elle n'a pas du tout été alarmiste dans son diagnostic. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Même si c'était par téléphone, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai pas eu peur en fait sur le moment. Je me suis pas rendu compte. Enfin voilà, je me suis pas rendu compte de ce que c'était sur le moment. Pour toi, ça te paraissait encore bénin. Tu allais juste faire un contrôle, et c'est terminé là. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça a été une autre histoire quand je suis arrivée au service de dermatologie, parce que là, pour le coup, j'ai eu en face de moi des spécialistes et donc on m'a parlé de ganglions sentinelles, de faire une scintigraphie, voilà. Et là, par contre, sur le moment, j'ai même refusé parce que on m'a pas bien expliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que j'étais quand même très jeune. On m'a pas bien expliqué tout ce que ça allait engendrer, peut-être, possiblement, plus tard. Donc, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait donc une exérèse. Moi, c'était sur le mollet, donc j'avais cette chance-là qu'on pouvait faire une belle recoupe. Donc, on m'a coupé un bout de muscle. Et puis, quand on m'a proposé de faire cette scintigraphie, j'ai refusé. De toute façon, il n'y avait pas de traitement à l'époque. C'était juste l'exérèse, le traitement. Et on m'a demandé de revenir de manière semestrielle pour me faire des échographies ganglionnaires. Et donc, j'ai eu un suivi pendant 5 ans. Voilà. D'accord.
Donc là, ça a été la première étape. Et ensuite, que s'est-il passé? Alors, j'ai été tranquille pendant ces 5 ans. Et puis, manque de chance, la 6e année, alors que je n'avais plus de suivi, j'ai eu une récidive ganglionnaire. Donc, ça veut dire que le mélanome avait métastasé. Là encore, c'est moi qui m'en suis aperçue. J'avais un petit renflement au niveau de l'aine. Et là, par contre, pour le coup, tout de suite, je me suis rappelée de ce grain de beauté qui s'est trouvé sur la même jambe un peu plus bas. Et je me suis dit, mince, c'est ça. Et c'est vrai que tout mon entourage me disait, mais non, ça n'est rien. Et vraiment, j'ai eu ce sentiment que c'était revenu. Donc, du coup, j'ai appelé l'hôpital qui m'a tout de suite répondu, voilà, ils m'ont tout de suite dit, venez, on va regarder. Donc, j'ai passé un scanner. Et effectivement, pour eux, il n'y avait pas forcément de doute, mais il fallait opérer pour voir si c'était effectivement ça et enlever la chaîne ganglionnaire. Et là, je l'ai très très mal vécu parce qu'entre le moment où j'ai eu ce scanner et l'opération, il s'est peut-être passé 3 semaines. Parce qu'on ne prévoit pas une opération comme ça. Voilà. Et là, par contre, les 3 semaines, ça a été vraiment l'enfer pour moi parce que je me suis dit, voilà, ça a métastasé. Maintenant, c'est plus sur la peau, mais c'est dans un ganglion. En plus, je me suis amusée à aller voir des sites internet et il fallait absolument pas. Enfin voilà, c'est la chose à ne pas faire du tout parce que ça rend quand même très très anxiogène. Et voilà. Donc là, ça a été très très difficile. Et puis la première opération a eu lieu. Effectivement, c'était une récidive. Encore à l'époque, il n'y avait pas de traitement, donc j'ai été mise dans un protocole qui n'a pas marché pour moi. J'ai eu une 2e opération, puis une 3e. Donc en fait, ça a été très agressif. Disons que la récidive. Ce cancer de la peau, il m'a laissé tranquille 6 ans, et après, en l'espace d'1 an, j'ai eu 3 opérations. Enfin, c'était insupportable. C'était même voilà, j'étais complètement ahurie, quoi. Et puis tout mon entourage était un peu. Oui, tu t'y attendais pas, surtout quand tu vois comment ça s'était passé au départ. Et là, c'est vraiment là complètement à l'opposé. J'imagine. Ouais, cette petite chose, quelque part, on m'avait fait une reprise pour 0,01 mm quand même. Donc, c'était un peu... voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pour le coup... Donc, et là, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu un protocole qui venait de je ne sais plus du reste, mais c'était une thérapie ciblée qu'on m'a proposée. Je l'ai prise parce que de toute façon j'avais pas trop le choix parce qu'on ne pouvait plus opérer, donc j'étais arrivée à un stade où de toute façon je peux pas dire que c'était terminé, mais bon voilà, il y a eu trouvé une autre solution. J'ai trouvé une autre solution et ils m'ont proposé ce protocole et c'était ce qu'on appelle une thérapie ciblée aujourd'hui parce que mon mélanome avait une mutation spécifique. Et cette thérapie ciblée a été un peu miraculeuse pour moi parce qu'au bout de 3 mois, j'ai eu une rémission complète. Voilà. Donc c'est une thérapie quotidienne. Donc c'était une comprimée par jour. Et c'est une thérapie que j'ai pris pendant quasiment 6 ans. Voilà. Bien que la rémission a été observée. Au bout de 3 mois. Voilà. Donc, à titre préventif. Il faut savoir que c'était une maladie qui avait, encore une fois, il n'y avait pas de traitement. C'était très compliqué. Et là, ça commençait à peine les thérapies ciblées. Donc, comme ils n'avaient pas beaucoup de recul par rapport à la maladie, ils m'ont dit, bon, ben voilà, c'est une thérapie que vous allez prendre limite ad vitam, quoi. D'accord. On ne va pas l'arrêter et vous allez la prendre toute votre vie. D'accord. Donc, j'imagine que ça a dû avoir un impact sur ton quotidien et même sur ta vie professionnelle. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été assez difficile. Il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Pour ma part. J'avais beaucoup de douleurs musculaires, articulaires. Et j'ai perdu mes cheveux. Enfin, je les ai pas vraiment perdus. Enfin, si, j'ai quasiment perdu tous mes cheveux, mais surtout, ils sont devenus crépus. Donc, c'était quand même assez... Alors que tu as les cheveux très lisses, c'est étonnant. Ouais, j'ai les cheveux quand même assez lisses. Donc, c'est vrai que j'arrivais plus à me reconnaître dans le miroir. J'arrivais pas à me regarder. C'était vraiment difficile. Problèmes digestifs, bien sûr, des problèmes de prurite, de dessèchement de la peau, et surtout, ce qui était le
plus difficile pour moi, c'était l'intolérance au soleil. Mais c'était même pas l'intolérance au soleil, c'était l'intolérance à la luminosité. C'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir sans avoir l'impression d'être dans un four. Hein. C'était quand même terrible. Donc, c'était les ombrelles, les manches longues, des fois les gants, la crème sonnante. C'était toute une logistique et j'en arrivais à ne pas sortir de chez moi avant la fin de journée, tellement j'avais peur de ça, quoi. Donc voilà. Et l'été, c'est compliqué, hein. Mais c'est même pas le soleil, c'est la luminosité. Donc là, vous vous rendez compte quand même que quand vous supportez pas la lumière du jour, c'est terrible, quoi. On n'a pas l'impression de pouvoir vivre une vie normale. C'est très difficile. Donc voilà. Et puis il fallait que je sois à jeun pour les prises de médicaments. Donc il fallait que je sois quand même 6 heures à jeun dans ma journée. Moi qui aimais bien prendre un goûter à 17 heures, c'était pas possible, quoi. Donc ça a été quand même, pour le coup, ça a dû modifier mon quotidien. De manière assez drastique. Et puis professionnellement, évidemment, moi j'avais un travail qui me prenait beaucoup de temps parce que j'étais auditeur à l'époque, donc c'était un voyage, beaucoup de travail. Et puis du jour au lendemain, forcément, vous n'avez pas la même capacité de travail, c'est difficile. Heureusement, j'étais dans un service super. Enfin, ils ont compris. Enfin, de toute façon, j'étais en milieu thérapeutique. Hein, j'ai fait une demande de RQTH, donc de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mais à l'époque, j'ai quand même demandé un reclassement au bout d'un moment parce que je pouvais plus faire mon travail. Je pouvais plus assumer, quoi. Et même dans un grand groupe où il y aurait eu cette possibilité de reclassement, ça ne s'est pas fait. Donc j'ai quitté cette entreprise. J'ai dû quitter ce travail et puis bon, pour rebondir après, parce que j'ai eu la chance de créer une société après avec mon conjoint de l'époque, donc j'ai bien rebondi, mais ça a changé ma vie, forcément, ça a changé le cours des choses. Du coup, quels sont les grands défis que tu as rencontrés et qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter? Alors, les grands défis, je pense que c'est, on n'arrête pas de le dire, c'est un peu idiot, mais c'est de garder confiance, enfin de pas avoir peur, de pas trop se laisser, avoir confiance aussi en la vie et puis dans les traitements. Je pense que c'est important. C'est pas évident parce que tu disais que c'était nouveau, c'était un protocole qui venait d'être mis en place, donc j'imagine que ça doit pas être facile de garder espoir. C'était très difficile, mais en même temps, là, ça dépend aussi de la qualité du service qui vous suit. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une dermatologue qui avait à peu près mon âge. Et c'est vrai, quand elle m'a proposé ce traitement, elle me voyait tellement flippée, hein, pardon du terme, mais j'étais tellement, je me disais c'est fini, c'est terminé, je vais mourir. Qu'elle m'a dit, mais vous savez, il y a très peu de gens qui le prennent ce traitement, mais il marche. Et je pense qu'elle essayait elle aussi de me rassurer comme elle pouvait, parce que c'était vraiment et je la remercie pour ça, parce que je pense que si elle n'avait pas elle été aussi positive, peut-être que moi je me serais dit oh là là, si elle m'avait donné des statistiques directement de la survie de ce traitement. Je les ai su après et heureusement. Je pense que j'étais persuadée que ça allait marcher. Mais vraiment, j'avais cette intime conviction que ça allait marcher et je pense que c'est super important. On le dit souvent, mais le mental, ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Donc, je pense que ce défi-là, c'était tous les matins, même si c'était difficile, même si j'avais mal, même si je me disais, tu te lèves à telle heure, tu fais au moins une ou deux choses dans ta journée, même si tu es au ralenti, une ou deux choses qui te fait plaisir, qui t'apportent du plaisir. Et je pense que c'est ça le défi aussi, c'est d'essayer de garder une vie un peu normale, le plus normale possible. Et pareil, j'avais à cœur que la maladie ne se voit pas. Donc, je me préparais tous les matins. Je me suis jamais, je suis jamais restée immobile chez moi en pyjama toute la journée. J'avais vraiment à cœur que cette maladie ne me définisse pas. Je me disais, c'est un mauvais moment à passer, mais ça va passer. Il y aura un après. Absolument. C'était vital. C'était vraiment vital pour moi. Et puis, il y a eu le défi aussi de sauver un peu mon couple aussi. Enfin, ça n'empiète pas. Mais voilà, ça a été difficile parce que moi, j'ai eu une récidive 2 semaines après mon mariage. Donc, autant vous dire que c'est pas simple. J'avais envie d'avoir des enfants.
le deuil de ça aussi, parce que on m'avait dit, enfin, normalement, c'est un traitement que j'aurais dû prendre toute ma vie. C'est moi qui ai choisi de l'arrêter. Donc, c'était aussi un défi, une décision personnelle. Oui. Bon, le personnel hospitalier n'était pas contre, hein. Enfin, sinon, voilà. Mais voilà, ça a été mon choix. Et je le regrette pas, mais c'était aussi pour me donner peut-être la possibilité plus tard d'avoir des enfants, parce que c'était difficile à vivre. Quand même au quotidien. Ouais. Donc voilà, les défis, voilà, il y en a beaucoup, hein. C'est de réussir à avoir un quotidien le plus normal possible. Voilà. Et est-ce que tu as des gens qui t'ont entouré à ce moment-là, qui t'ont aidé à surmonter tous ces défis? Alors bien sûr, il y a eu ma famille qui est très, très, très présent, et puis il y a eu aussi une association qui est une super association qui s'appelle Vaincre le mélanome, qui m'a pas mal aidée dans le sens où c'est une association qui est reconnue. Donc du coup, ils ont un discours qui est moins alarmiste que tout ce qu'on peut trouver sur des sites ou sur des choses qui ne sont pas je dirais en lien avec des experts au quotidien. Donc ils ont des articles et des études qui sont agréés, en tout cas qui viennent directement des experts du milieu médical. Donc c'est une très bonne chose. Et puis aussi, ils nous mettent en lien avec d'autres patients parce qu'ils ont beaucoup de projets participatifs. Et ça, je trouve ça génial parce que ça peut nous permettre aussi d'améliorer la relation qu'on peut avoir avec les laboratoires et puis avec le personnel hospitalier aussi. Ça améliore un petit peu l'accompagnement que peuvent avoir les patients. Et ils font aussi beaucoup de prévention et la personne qui s'en occupe est quelqu'un de formidable. Donc du coup, ça a été aussi un beau soutien, mais la famille, les amis, c'est important aussi. Et puis moi, j'étais suivie par quelqu'un. Enfin, j'ai voulu me faire suivre par un psy, quoi. Enfin, je trouvais ça important de ne pas faire porter tout le poids de cette maladie, parce que c'est difficile pour les accompagnants aussi. On le dit pas assez. C'est très, très difficile. Donc, si j'avais aussi un conseil à donner, ce serait d'avoir un complément et d'avoir un suivi psychologique à côté, c'est sûr. C'est vrai que le travail des associations, tu en parlais, est important. Ça permet aussi peut-être de trouver des gens qui vivent la même chose que toi. Exactement. Parce que même si la famille est en soutien, peut-être que tant qu'on ne le vit pas, c'est pour ça aussi qu'on veut partager ton témoignage, c'est que tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors que quand on trouve des personnes qui vivent la même chose, ça aide aussi peut-être. On se dit finalement, je suis pas toute seule à ressentir ça. C'est exactement. Important. C'est important. C'est très important. Donc j'ai rencontré des gens super et non, ça fait c'est chouette. Et puis ces projets participatifs, c'est quand même agréable parce qu'on vous donne la parole. Et on vous demande pareil, comment vous avez vécu la maladie, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré dans votre parcours de soins. Je trouve ça intelligent, et puis ça permet aussi de faire une prévention plus intelligente, plus intelligible aussi pour le grand public, parce que encore une fois, le cancer de la peau, mine de rien, c'est le seul cancer qui se voit. Enfin, faut quand même pas oublier qu'à la base, c'est un grain de beauté. Moi, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde de se regarder, de le détecter soi-même. Et on sait que plus on le détecte tôt, plus le pronostic sera bon. Donc, c'est quand même très important de faire de bons outils de communication à destination de la prévention. Et ça, c'est une association qui le fait très, très bien. Donc, ils font de la prévention partout en France, c'est sûr. Toi, aujourd'hui, comment tu vas? Donc, tu as arrêté ton traitement. Tu vas bien? Ouais, ça va super bien. J'ai arrêté mon traitement en 2016. Donc, ça y est, je suis toujours suivie quand même très étroitement. Encore une fois, la récidive, elle a été tellement fulgurante, et puis je suis quand même jeune, hein, j'ai pas 40 ans, donc forcément, je suis suivie de manière semestrielle, un peu comme le lait sur le feu. Mais non, ça va très bien. J'ai plein de projets et c'est chouette. Bon, justement, parle-nous-en un petit peu. Quels sont tes projets actuellement? Ah
là là. Alors en ce moment, jusqu'à aujourd'hui, donc j'étais dans j'avais créé une société de production donc avec mon conjoint, hein, qui n'est plus mon conjoint, mais bon, on s'entend très très bien. Et j'ai une passion pour le théâtre, donc du coup j'écrivais pas mal et puis j'ai produit une pièce de théâtre. Et là, depuis cette rentrée, je suis en formation universitaire et j'ai le projet de faire des accompagnements professionnels pour des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Donc pour des personnes qui ont eu un problème de santé qui les a amenées à modifier leur parcours de vie et à devoir ou à vouloir trouver une autre voie professionnelle. Donc c'est pour être consultante en évolution professionnelle et en bilan de compétences. Okay. Voilà, donc ça fait sens tout ça. Je voulais pas le faire trop tôt non plus, mais là, voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis en rémission aujourd'hui, tout va très bien dans ma vie, donc je pense que j'ai l'expérience et professionnelle et personnelle pour mener à bien ce type d'accompagnement, et je trouve que ça manque encore beaucoup, ces accompagnements rebonds, parce que quand vous êtes suivi très étroitement par le personnel hospitalier, vous êtes dans une dynamique de combat, entre guillemets, avec la maladie. Et puis, une fois que tout ça s'arrête, une fois que la rémission est prononcée, on vous dit, tout va très bien, ça y est, vous pouvez reprendre votre vie normalement. Mais en fait, rien ne sera plus pareil, et bien souvent, ça engendre beaucoup de questions et un repositionnement aussi, un questionnement sur les valeurs. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, et j'aimerais beaucoup faire ces accompagnements-là. C'est super. Donc, c'est un beau projet. Oui, effectivement, c'est un très, très beau projet. J'ai l'impression, quelque part, que c'est un peu grâce à la maladie. Tu as la possibilité de donner aux autres. C'est super. Ça change beaucoup de choses, la maladie. Je le dis, et ça paraît toujours un peu fou, mais ces années, elles ont été très difficiles, vraiment, hein. Mais elles ont eu cette chose positive que on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait. Oui. Quand on a cette urgence, en quelque sorte, de se dire finalement la vie ne tient qu'à un fil. J'ai la chance. C'est durable. C'est un peu idiot de le dire comme ça, mais c'est bon, voilà, il me reste, si ça se trouve, il me reste que quelques mois. Alors moi, j'ai fait une école de théâtre, j'ai mis à écrire, j'ai fait plein de choses dont j'avais peut-être peur. Et en fait, toutes les barrières tombent. Vous dites à tous les gens que vous côtoyez, que vous les aimez, vous êtes beaucoup plus ouverts à la vie et à toutes ces choses-là. Et quelque part, ça a été des années aussi fabuleuses, et j'en sors vraiment transformée. Et c'est pas un mal, quelque part. Donc c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est ça aussi la résilience, c'est de faire de cette maladie, de ce qui vous arrive, quelque chose de positif, et d'en tirer du positif. Et ça, c'est très important aussi. Oui, c'est vrai, c'est important. C'est ce qui permet d'aller de l'avant. Et c'est vrai que du coup, tu oses des choses que tu n'aurais peut-être pas faites, parce qu'après tout, tu n'as plus rien à perdre. Donc tu y vas, quoi. C'est chouette, ça. Je n'avais plus rien à perdre. Donc ouais, c'est très chouette. Ouais. Est-ce que tu aurais un ou peut-être plusieurs conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent? On l'a déjà dit, en fait, on reprend un petit peu tout ce qu'on a dit, ce serait d'être bien entouré. Je pense que c'est important, justement, de se rapprocher d'associations qui sont légitimes sur le sujet, pour pas se perdre dans des forums ou avec des personnes qui seraient très pessimistes et qui nous qui nous aident pas à aller de l'avant. Ils nous aident pas à aller de l'avant, c'est pas simple quand même. Donc donc de se rapprocher vraiment de gens compétents dans ce domaine, et puis de se faire aider parallèlement aussi. Le soutien psychologique, j'en parle beaucoup, c'est quand même très important, pour ne pas trop charger non plus les accompagnants qui se trouvent un peu impuissants aussi face à la maladie, d'être bien entourés d'un point de vue familial aussi, et amical, et puis d'avoir des projets, de continuer à avoir des projets, de trouver quelque chose qui vous fasse plaisir. Surtout,
c'est d'essayer de trouver du plaisir dans ce quotidien qui n'est pas simple. Donc, ça peut être, moi, je sais pas, j'avais le jardinage, le yoga, le tai chi, le théâtre, d'avoir un but. Je pense que d'avoir un but, c'est super important parce que sinon, vous vous laissez complètement aller. Et c'est là où le moral peut diminuer. Et mine de rien, le moral, c'est très important. Cet instinct de survie, là, c'est très, très important. Donc, d'y croire, d'être positif, de se dire que ça va bien se passer. C'est pas facile tous les jours, mais de garder le sourire, de se dire que voilà, ça va aller. Il faut se dire que ça va aller. Parce que si on est négatif, c'est plus difficile. Bien sûr. Puis peut-être, si je peux me permettre aussi, de par ton expérience, s'écouter aussi, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est toi qui as compris qu'il y avait un problème. La première fois que tu as vu ton grain de beauté, tu t'es dit il y a un petit souci, et puis la deuxième fois, quand tu as eu un problème de ganglion, c'est encore toi qui l'a trouvé. Donc c'est aussi savoir écouter son corps quand il nous donne des signaux. Surtout dans le cancer de la peau, comme tu le disais, c'est des signaux qui au départ sont visibles. Oui. J'évite de trop le dire parce qu'après on me dit oui, t'es trop. Mais c'est vrai. Je reste persuadée. Ce jour-là, quand j'ai vu ce grain de beauté, voilà, dans mon entourage, on m'a dit mais c'est rien, t'as plein de grains de beauté, c'est rien. Mais voilà, je me suis dit non, celui-là est différent. Celui-là, je trouve quand même qu'il a une sale tête. Et il est différent des autres. Donc, c'est vraiment d'aller au bout de sa démarche. Je pense que si vous avez un doute, voilà, il faut aller consulter. Il ne faut pas hésiter à consulter. Donc, il vaut mieux se rassurer que le contraire, quoi. Donc, oui, c'est s'écouter. Et moi, je m'écoute beaucoup. Enfin, je m'écoute beaucoup. Oui, je suis assez attentive. Et encore aujourd'hui, entre mes hospitalisations, je me regarde, je regarde mes grains de beauté, je suis très vigilante. Et cette vigilance-là, quelque part, elle m'a sauvée. Enfin, elle m'a sauvée parce que si je n'avais pas consulté, la maladie aurait pris plus d'avance et aurait sans doute métastasé. Et là, effectivement, à l'époque, en 2004, il n'y avait pas de traitement pour le coup. Donc, encore une fois, c'est un peu une course contre la montre, le mélanome et puis quasiment tous les types de cancers. Hein, plus on les prend précocement, mieux c'est. Mais effectivement, savoir s'écouter, c'est sûr, savoir s'écouter. Bon, alors dans la maladie, il faut pas trop s'écouter non plus, hein. Mais le corps nous parle quand même, donc il faut aussi savoir, le voir, quoi. Alors moi, j'en suis intimement persuadée. Je pense qu'il faut vraiment savoir s'écouter et il faut aller au bout de sa démarche. Si vous avez le moindre doute, il faut consulter des spécialistes et parce qu'il ne faut pas rester avec un doute. Ça, c'est certain. En tout cas, merci beaucoup Chloé pour ton dynamisme, ta bonne humeur. Ça fait vraiment plaisir à voir. Bonne continuation dans tes projets. J'espère que vraiment ça va aboutir. Et puis, je suis persuadée que ton optimisme va en aider plus d'un. Donc, je te souhaite vraiment bonne continuation. Et merci de nous avoir partagé ton expérience. Merci.